Ici, ensemble, tous acteurs de notre territoire, le slogan du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne colle parfaitement bien à cette rubrique et colle parfaitement bien également à l'activité, au dynamisme, à la pertinence de Fabien Coteau qui est avec nous en liaison. Fabien Coteau, bonsoir. Bonsoir Eric. Merci d'être là. On va croiser les doigts pour que la liaison Skype tienne le coup là, du côté du pavillon où nous nous trouvons, pour qu'on fasse connaissance avec votre société et avec surtout aujourd'hui ce qu'elle produit et qui vous donne finalement une place de première ligne quelque part dans cette lutte contre le Covid-19 avec ces fameux respirateurs artificiels dont les hôpitaux de la région sont tous ou pratiquement équipés, certains d'ailleurs de par des investissements personnels qu'ils ont réalisés, c'est le cas de l'hôpital de Pau, d'autres avec également le soutien du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne qui je crois a financé un très grand nombre de ces respirateurs pour d'autres hôpitaux de cette région. On fait d'abord un premier... une première question très simple, parce que nous, on vous connaît, mais beaucoup ont découvert, au travers, en effet, de votre activité, ce qu'était EOV, qui est une société innovante, on le disait, mais dont le cœur de métier est vraiment la fabrication d'appareils médico-chirurgicaux, pas que. Alors c'est vrai que si on ne savait pas trop ce que c'était des respirateurs artificiels, il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant, malheureusement, j'ai presque envie de dire, tout le monde sait ou comprend un petit peu mieux ce que c'est. Donc, il y avait pas mal de personnes qui ne savaient pas trop ce que je faisais, maintenant ils le savent. Ouais. Donc oui, effectivement, donc la société EOV, donc on est concepteur et fabricant de respirateurs artificiels. Les produits qu'on fabrique sont essentiellement destinés au domicile, pour l'hospitalisation à domicile. Donc tous les patients qui ont la chance de pouvoir quitter le milieu hospitalier et qui ont besoin de retrouver de leur mobilité et de leur liberté, ce sont ces appareils qui vont les équiper à domicile. Fabien, vous avez créé EOV en 2014, après un parcours assez long déjà et assez dense dans le domaine de la respiration artificielle en tant qu'ingénieur et concepteur. Qu'est-ce qui vous a donné en 2014 l'envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat et de créer cette société qui a depuis grandi et qui a changé en matière de capital? Alors j'ai effectivement été élevé dans la respiration artificielle. J'ai fait toute ma carrière dans la respiration artificielle. Et donc à l'époque, je travaillais pour une société paloise qui s'appelait Aerox. Et on avait un savoir-faire qui était quand même considérable. Et puis on a été racheté par un groupe américain qui nous a laissé tomber quelques années plus tard. Ce savoir-faire, il est assez unique. On le voit d'ailleurs aujourd'hui, les respirateurs, il y en a peu dans le monde. Il y a très peu d'acteurs et de fabricants de respirateurs dans le monde. On est peut-être 5, 6, grand maximum. Et ce savoir-faire, il était là. Il était en France et il était à Pau. J'ai pris mon petit baluchon et puis je me suis dit, tiens, allez, je vais essayer de le faire perdurer, ce savoir-faire. Et ça a débuté comme ça, l'histoire. Alors, c'était en 2014. Vous avez créé en 2014 ce qu'on appelle une start-up à l'époque. Vous suivez d'ailleurs le parcours de beaucoup de start-up, c'est-à-dire vous passez par la fabrique à succès que peut représenter Heliopark. Vous avez fait partie de ces, entre guillemets, bébés Helioparkers. Je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Et j'en profite pour saluer Olivier Farin qui dirige Heliopark, qui est un fidèle de cette émission d'ailleurs. Et depuis Heliopark, vous avez étape par étape développé cette société. Alors oui, effectivement, ça a démarré, j'étais accueilli par Heliopark et j'en suis ravi. Et Olivier Farin, vous faites bien de le citer, on a d'excellents rapports et c'est une personne que j'apprécie énormément. Et donc effectivement, accueilli par Heliopark et j'ai grandi petit à petit dans cette atmosphère qui est assez confortable. Et il faut d'ailleurs être prudent parce qu'à un moment donné, ce confort, il faut bien le quitter oui. Et partir de ses propres ailes. Alors, en 2018, vous avez attiré, alors d'ailleurs très tôt, vous avez attiré des investisseurs et puis en 2018, vous avez fait un choix dont on peut parler maintenant autour d'un groupe qui a une dimension internationale.
Alors oui, ben, en 2018, on a décidé de rentrer dans le groupe Air Liquide. Alors Air Liquide, c'est un groupe français très reconnu et renommé, Tout à fait. donc qui participe à l'hospitalisation à domicile également, qui a tout un tas de filiales dans la prestation de santé. C'est aussi un gros acteur dans le gaz médical. Voilà, donc en 2018, on s'est allié et parce on avait en fait besoin d'étendre notre matériel à l'export et ce groupe était extrêmement bien placé pour nous faire prospérer. Et aujourd'hui, vous avez combien de collaborateurs au sein de l'entreprise? Puis après, on va voir de quelle façon la crise également a bousculé finalement la vie de l'entreprise elle-même, pas que dans la production, mais également dans tout ce qu'il y a autour, hein, l'administration, la R&D, etc. Combien vous êtes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes 30 collaborateurs. Et alors, comment aujourd'hui les mesures de précaution se sont-elles imposées également à votre entreprise? Alors la première chose qu'on a fait, c'est qu'il a fallu protéger dans un premier temps et essentiellement la production, d'accord? Parce que le besoin, c'était de fabriquer des respirateurs et d'alimenter la chaîne de la santé. Donc on a sanctuarisé la production qui est située au rez-de-chaussée de notre bâtiment. Donc on a créé une équipe dédiée qui est sanctuarisés. Donc, Ouais. dans ce rez-de-chaussée, personne ne les croise. Ils ne croisent personne. Ils ne montent pas aux étages. Ils ne se rendent que dans ces locaux-là. Et les gens des autres étages ne vont pas non plus, ne mettent pas les pieds dans cette Oui. zone-là. Voilà. Donc, elle est sanctuarisée de façon à ce que si jamais il devait arriver quelque chose, si l'un d'entre nous devait être malade, il faudrait éviter de contaminer cette équipe-là. Et puis le reste de l'entreprise a dû se mettre évidemment pour certains en mode télétravail, j'imagine, réorganiser, hein, je dirais, toute la vie autour de l'entreprise dans la continuité de celle-ci, de l'activité de celle-ci. Oui, oui, alors tous les services administratifs, tout ça, bien évidemment, c'est en télétravail que ça s'est géré. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication qui sont quand même relativement pratiques. Bah, d'ailleurs, on est en train d'en un peu faire preuve avec nos échanges. Et donc, télétravail. Et puis, bien évidemment, tous les gestes barrières classiques de gel, de masque. Alors là, je l'ai sorti, mon masque, parce que Pour communication aurait l'interview, peut-être voilà, été c'est comme pour difficile. nous. C'est comme pour nous. On a des moments Oui. où on lâche évidemment les masques pour parler, ce qui ne veut pas dire qu'il faut surtout déconsidérer cet outil de protection absolument important et primordial. Alors, EOV 150, pour venir sur le nom même hein, du produit, on peut dire que c'est le premier grand succès de la société. Cet appareil hein, pour les patients donc ventilodépendants, on le rappelle, a été totalement conçu et est totalement conçu par vous. Alors totalement conçu et même totalement fabriqué. Oui, c'est La ça. conception, elle est presque derrière nous. Et, j'ai un peu de lumière qui s'est éteinte, pardon, je fais quelques gestes Oui, pour avoir un peu allez-y. donc la conception a été effectivement réalisée ici il y a quelques années maintenant. On est sur de la conception de nouvelle génération depuis un an là, et la fabrication donc est faite ici. Et ça aussi c'est très important. Tout est assemblé ici, donc on a des sous-traitants qui nous fabriquent des sous-ensembles et c'est un appareil qui est à 98% fabriqué avec des composants français. Avant le Covid-19, quel était le volume de fabrication qui était le vôtre? Alors, il était bien évidemment plus faible. Je vais pas parler en fait, je vais parler en semaines. Si vous voulez. Nous, Si vous voulez. c'est le chiffre auquel on se rapporte. Nous étions aux alentours de 30 appareils par semaine. Nous fabriquions 30 appareils par semaine. 30 appareils. Et aujourd'hui, vous en 200. fabriquez combien? Combien? 200. 200. C'est énorme. Donc vous avez triplé hein, globalement, la production. Il faut dire que la demande se fait sentir partout. Oui, oui. Alors, pardon de vous corriger, mais on a même fait du x6 en Oui, fait. pardon, x6, pardon, excusez-moi. Mais, Dès le premier jour, ça a triplé, puis ça a continué, pardon, d'augmenter. Pardon, vous êtes à c'est x6, ça, c'est ça? exactement. On a triplé dans un premier temps, et Ouais. puis finalement, on est arrivé quand même à faire du x6. La demande est colossale, effectivement, par rapport à avant. Elle est internationale. Hein, elle n'est pas qu'en France, et ça, je pense que tout le monde le sait.
Ah, on a perdu l'image. Vous m'entendez Non, toujours? non, et on va montrer le respirateur, Ah, c'est-à-dire le d'accord. respirateur va arriver pour qu'on comprenne bien quel est le modèle que l'on voit D'accord. ici, hein, pour qu'on comprenne de quoi on parle. Et Oui, on vous c'est retrouve, bien ça. voilà, sans plus tarder. On vous entend, Donc hein, oui, pardon, on vous entend, pardon. une croissance phénoménale qu'il faut suivre. Alors c'est pas simple, donc parce qu'il y a quand même deux sujets. Il y a la fabrication, le montage et l'assemblage des appareils qui est assuré par nous-mêmes, mais il y a aussi donc la fourniture des composants Eh et oui. donc il a fallu allier à notre cause beaucoup de fabricants. Alors c'est bien, ils sont français, c'est plus facile, mais c'est une lutte parce qu'il faut traîner beaucoup de monde derrière nous. C'est important ce que vous dites également sur la provenance, hein, de tous ces composantes. Quand vous dites français, c'était un choix dès le départ ou c'est un choix qui s'est imposé par la suite? Alors c'était un choix vraiment délibéré dès le départ, parce que c'était vraiment le moyen pour nous de maîtriser l'appareil, Ouais. de maîtriser sa conception. Et derrière, il y a aussi la proximité avec la fabrication des pièces. Ça a un lien, il y a un lien direct avec la fiabilité. Et on se devait de pas se rater sur ce coup-là. Donc on avait besoin de cette proximité, d'avoir des sous-traitants qui soient proches, qu'on puisse aller voir pour accélérer les choses, parce que vous l'avez cité, hein, on était une start-up, et une start-up, ça doit aller vite Ouais. dans certains instants. Donc ça a permis ça, la rapidité et la fiabilité derrière. Et est-ce que dans vos équipes, cela dit, il a fallu repositionner, comme l'on dit, du personnel sur des tâches qui ne sont pas les mêmes pour arriver à tenir cette cadence? Parce qu'il y a une vraie cadence de production qui s'est considérablement démultipliée. Alors c'est effectivement le choix qu'on a fait, parce qu'on ne peut pas passer comme ça de 30 à 200 en faisant simplement rentrer du monde. Donc le choix d'organisation qu'on a fait, c'est d'utiliser, alors on a une R&D qui est quand même assez conséquente, hein. On a 12 personnes en R&D. Ouais. Mine de rien, ça fait presque la moitié de l'entreprise. Donc on a utilisé ces ressources-là, qui sont des ressources qui sont qui ont déjà une grosse expérience sur le produit, bien évidemment. Donc ils se sont mobilisés volontairement pour participer à la production. Donc aujourd'hui, on a effectivement des ingénieurs qui fabriquent ces appareils, mais pas que, bien évidemment. On a quand même toujours notre production et les personnes de la production actuelle qui se sont extrêmement mobilisées, associées à de la ressource capacitaire supplémentaire par de l'intérim. Et quelque chose que je me permets de souligner, et je passe ce message, j'avais une volonté féroce et une implication incroyable de toute l'entreprise pour monter ces appareils. On travaille beaucoup d'heures par jour, on travaille le week-end. Ouais. C'est une implication qui est impressionnante. Ça fait 1 mois que ça dure. C'était déjà il y a 1 mois le début du rush. Et franchement, il y a une équipe fabuleuse. Ça se fait, alors j'allais dire étrangement, mais pas si étrange que ça, mais dans une atmosphère plutôt assez plaisante. Et voilà, et on sent vraiment qu'il y a un investissement des gens pour cette cause. Faut dire que l'appareil, hein, qui est le vôtre, que vous développez pour les patients ventilo-dépendants, est absolument indispensable pour respirer, hein, en hospitalisation à domicile. C'est une des particularités. Il est à la fois léger, il est portable, mais surtout, il y a aussi une forme de contrôle à distance, hein, qui en fait quelque part un modèle assez unique, hein, je crois. Oui. Attendez, Vous avez quelqu'un qui rentre dans le bureau. pardon, Allez-y, Fabien. excusez-moi, je suis occupé. Pas de souci. Pardon. Ah ben écoutez, non mais c'est le sport de ce genre d'interview, hein. Vous serez en plateau, on maîtriserait mieux. Vous savez, c'est comme nous, on n'a pas de cadreur, on fait comme on peut, hein. Voilà, donc aucun souci, aucun souci. C'est l'esprit de cette période. J'ai retenu la question. Oui, donc c'est un appareil. Alors déjà, c'est un appareil qui est destiné à des patients plutôt lourds, très lourds. C'est un appareil qu'on appelle support de vie. Qui équipe des patients, la quasi-totalité des patients qu'on appelle ventilodépendants, c'est-à-dire que ce sont des patients qui respirent 24 heures sur 24 au travers de l'appareil. C'est l'appareil qui maintient leur respiration, pardon. Donc c'est un appareil avec une criticité quand même extrêmement élevée. On l'a conçu dans le but effectivement d'essayer de rendre un maximum de mobilité à ces patients qui sont très souvent lourdement handicapés. Donc on peut le séparer. Alors
Ah J'en ai ben un juste à allez-y, côté. super, super, Vous parfait. l'avez montré, mais j'en ai un juste à côté. Encore mieux. L'avantage, c'est que le patient donc peut, se, peut partir juste avec son petit module de ventilation. Ça, Ah c'est oui. le poids d'une bouteille d'eau en fait, hein. C'est juste une bouteille d'eau. Donc, il peut partir avec ça en balade et puis prendre le relais avec son téléphone portable. Donc, pour avoir le paramétrage de l'appareil et le retour des alarmes, en l'occurrence, s'il y en a, et pour la surveillance. Et puis Il a j'imagine, voilà, pour la aussi la surveillance possibilité. médicale hein, qu'il doit y avoir derrière, j'imagine. Voilà, et cette même surveillance médicale qui, elle, peut être assurée à distance, puisque c'est un appareil qui est connecté et qui peut être suivi à distance. C'est formidable hein, de voir ça. Merci en tout cas de le montrer. Donc pour bien qu'on comprenne, c'est exactement ce type d'appareil qui a été acheté, je le disais, par l'hôpital de Pau ou qui a été financé par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne pour d'autres hôpitaux hein, de la région et qui aujourd'hui sont dans beaucoup d'hôpitaux, hein, vous le disiez, en France ou à l'international. Je me permets de vous demander combien coûte globalement ce type d'appareil ou vous ne souhaitez pas communiquer dessus et vous avez le droit de ne pas y répondre. Et je vais me permettre de ne pas y répondre. Non, non, mais pas de souci, pas de souci. On peut très bien le comprendre au regard des particularités évidemment de cette question dans le contexte dans lequel nous sommes. Mais cela dit, en termes de volume d'équipement, juste pour qu'on comprenne bien, à l'hôpital de Pau aujourd'hui, il y a combien de ces appareils? Alors, il y en a pas tant que ça. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, donc c'est de l'appareillage pour le domicile. Donc, notre client préférentiel, ce sont les prestataires de santé. Donc, les Ah oui. prestataires de santé, ce sont des entreprises qui organisent l'hospitalisation à domicile, qui équipent les patients, qui les suivent médicalement, techniquement. Donc, nous, notre cible, ce sont ces prestataires de santé et forcément pas les hôpitaux. Donc il y a certains de ces appareils dans les hôpitaux, mais surtout pour ce que l'on appelle de la prescription, c'est-à-dire que ça permet, quand les médecins les ont à l'hôpital, de préinstaller un patient, de préadapter un patient sur Oui. ces appareils, et c'est ensuite le patient part et c'est le prestataire qui l'équipe avec cet appareil. Donc il n'y a pas beaucoup de ces appareils dans les hôpitaux. Mais avec la crise qu'on est en train de vivre, les hôpitaux se sont tournés également vers cette Eh oui. typologie d'appareils. D'autant que si nous ici, nous sommes, on le répète souvent, hein, dans une situation qui est moins dramatique hein, que ce que connaissent des régions de France qui sont impactées de manière incroyablement violente, certains hôpitaux se retrouvent en véritable situation de crise vis-à-vis des malades qu'ils accueillent. Hein. Alors, on est effectivement très privilégié, hein. Très très privilégié ici. Il y a effectivement d'autres hôpitaux qui souffrent beaucoup. Donc, si l'hôpital de Pau en a peut-être une petite dizaine, il y a certains autres hôpitaux. J'ai entendu que là, il y a une commande qui est partie d'une trentaine dans un hôpital, je ne sais Ah oui. plus trop où. Donc, on parle de plusieurs dizaines dans d'autres hôpitaux en l'occurrence. La prise en main ensuite de ces appareils, j'imagine, se fait relativement rapidement, entre guillemets, vis-à-vis des professionnels, mais nécessite un accompagnement, j'imagine, une forme également de suivi de votre part, peut-être. Alors moi j'aurais tendance à dire que ça se fait rapidement parce qu'on l'a conçu de façon à que ce soit le plus rapidement possible, mais ça reste quand même des appareils complexes Ouais. et qui nécessitent effectivement à chaque fois une formation assez importante euh, pour que le médecin en l'occurrence sache prendre le contrôle de cette machine. Une machine qui voilà, elle fait quand même respirer un patient et il y a quand même énormément de paramètres à régler pour qu'un patient ait une respiration en adéquation avec sa pathologie. Avec le côté vital qu'il y a évidemment derrière. Cette cadence-là que vous avez résumée et qui est portée, hein, je le sens bien, par les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs hein, de l'entreprise, cette cadence, à un moment donné, évidemment, il va falloir la réguler, il va falloir la mettre dans un processus, on va dire, moyen normal. Hein. Comment est-ce que vous voyez la suite? Comment vous voyez l'évolution des choses? Déjà, est-ce que vous allez pouvoir tenir très clairement hein, dans la fourniture? Parce qu'on sent bien que la crise sanitaire n'est pas passée, que les besoins hein, vont toujours être importants pendant encore de longues semaines. Et comment est-ce que vous imaginez celle-ci? Alors effectivement, on le sent, hein, les organismes commencent à souffrir. Je le citais tout à l'heure, hein, il y a une implication incroyable des salariés. Beaucoup d'heures sont consommées, beaucoup de temps. Il va falloir, c'est quelque chose qui est prévu, qui est lancé. Ça y est, on va passer en ce qu'on appelle en mode endurance,
ou mode confort. Là, on vient de se taper un sprint Ouais. d'un mois. Il faut effectivement maintenant qu'on commence à calmer les choses. Stabiliser. Voilà. Donc, en fait, cette phase-là de pendant un mois, elle nous a quand même permis aussi donc de faire rentrer du monde. Hein, je l'ai cité tout à l'heure. Ces personnes qui sont rentrées se sont formées. Donc, ça fait déjà donc du personnel déjà qualifié maintenant. Donc là, l'idée, ça va être maintenant de revenir un petit peu à la normale. Ça va débuter quasiment la semaine prochaine, ça y est, déjà. Ouais. Donc les cadres vont retrouver un petit peu leurs tâches habituelles et on va faire rentrer encore de nouvelles personnes de façon à alimenter la production encore qui s'est formée et on va reformer d'autres personnes. Et voilà, et on va maintenant essayer de rentrer dans ce mode endurance parce que ça ne s'arrête pas. Et bien Effectivement, il sûr. y en a encore pour un bon petit moment. Fabien, vous avez toujours, et on en a la preuve, là, hein, mis l'innovation, mais la recherche et développement, hein, parce que derrière ce terme générique, il y a des réalités au cœur de la stratégie de développement de votre entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, outre cet appareil, il y a également des domaines sur lesquels vous réfléchissez, vous travaillez au niveau appareillage, au niveau nouveaux systèmes qui vont devenir encore plus indispensables demain qu'ils ne l'étaient peut-être déjà aujourd'hui? Alors, on a sorti il y a même pas un an maintenant un appareil complémentaire à la respiration que l'on appelle un assistant de tout TOUX. Ah oui, Euh, Malheureusement, les patients qui sont ventilés, qui ont des faiblesses respiratoires hein, et des détresses respiratoires importantes, ont déjà du mal à respirer. Alors pour tousser, c'est presque impossible. Et là, tout est nécessaire eh oui, pour tout à éliminer fait. les sécrétions et éliminer également les bactéries que l'on peut avoir. Donc on a créé cet appareil donc un assistant de tout, qui se branche à peu près de la même façon qu'un respirateur et qui aide donc les patients à domicile à faire des exercices de tout dans la journée de façon à les aider à expectorer. Et alors, Voilà. la fabrication de ces appareils, alors même que vous êtes en pleine chaîne de montage, entre guillemets, concentrée hein, sur F-150, comment est-ce qu'on arrive à matcher les deux? Eh bien, on y arrive. On y D'accord. arrive. Alors, il s'avère que ce sont des appareils qui sont vendus en quantité largement moindre que les F-150, que le respirateur, même si ça fait quand même des quantités importantes. Euh, J'imagine. mais on y arrive. On arrive à faire les deux. En Voilà. tout Avec cas, de l'organisation, on y arrive. En tout cas, on retient bien que cette organisation avait été pensée. Et mine de rien, s'il a fallu l'amplifier par avance sur tout ce qui était la fourniture, hein, on entend bien tous les débats qu'il y a aujourd'hui sur l'importance de la relocalisation, hein, de cette forme d'indépendance hein, qu'il faudrait que nous puissions avoir sur des outils, sur des productions, notamment sanitaires. Mais on parlera lundi également de la chimie avec nos amis du bassin de Lac qui seront avec nous lundi en invité. Vous êtes, mine de rien, une forme d'exemple de la capacité à fédérer autour de soi du savoir-faire des produits et on va dire des chaînes hein, de fabrication françaises. Là où beaucoup nous disent que c'est compliqué et difficile, ça montre qu'il y a une pointe d'espoir, même si à mon avis, c'est pas si simple que ça, évidemment, dans tous les domaines. Alors voilà, et puis certains vous diront certainement que ça coûte plus cher. Oui, Et je pense que je pourrais presque défendre aujourd'hui le fait que ça coûte pas forcément si cher que ça. Et puis probablement que dans le plus cher, il faut aussi faire rentrer tout un tas d'autres aléas quand on fait fabriquer ailleurs. Justement, je parlais de la proximité qui peut être gênante par rapport à des problèmes de fiabilité. Les problèmes de fiabilité, in fine, ça coûte cher aussi. Et il faut peut-être les faire rentrer dans la balance. Moi, j'ai fait le choix de payer un peu plus cher, et encore je ne suis pas certain que ça soit plus cher. En tous les cas, je ne suis pas certain qu'au final ça revienne plus cher. Et puis, alors dans la situation qu'on est en train de vivre, pour le coup, c'est quand même nettement plus confortable c'est clair. d'avoir notre petit injecteur à Toulouse, les cartes électroniques pas loin. Mais on le voit en tout cas dans la capacité que vous avez eue à fédérer autour de vous dans cette période-là, un des fournisseurs pour qui c'est aussi un challenge. Il y a le challenge de votre entreprise, puis il y a le challenge de tous ceux qui sont en amont. Et puis cette lutte, cette course contre la montre dans laquelle vous êtes inscrite avec un objectif dont on sent bien que le mot vital hein, correspond au bout de la chaîne et à la clé hein, de l'existence de beaucoup de personnes malheureusement frappées par ce Covid-19. On
dit souvent qu'il y aura un avant et un après Covid-19. On peut se dire que pour votre entreprise, également pour EOF, il y aura un avant et un après. Alors, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, il y a surtout un pendant. Oui. Alors, il y avait un avant, il y a un pendant, et très honnêtement, le après, on n'a absolument pas la liberté d'esprit aujourd'hui de regarder plus loin. Là, aujourd'hui, on est complètement concentré sur notre tâche. Aujourd'hui, il faut absolument que l'on fabrique des respirateurs. Le monde en a besoin. On est concentré là-dessus. Très honnêtement, le après, on n'y pense pas du tout. En tout cas, souhaitez à tous vos collaborateurs de tenir le coup parce que vous le disiez, le monde en a besoin. Et encore une fois, cette entreprise située ici, en Béarn, est une des clés de la vie de beaucoup de personnes. Donc merci beaucoup d'avoir accordé ces quelques petites minutes. C'était absolument passionnant. Et encore une fois, on voit ce fameux respirateur dont on a beaucoup entendu parler au cours de ces derniers jours. On le voit ici. On voit la taille qu'il représente. On imagine, alors même qu'il est une toute petite superficie, regardez dans la prise en main que vous en faites, Fabien, les prouesses technologiques qu'il a fallu pour le développer, et puis les prouesses humaines, j'ai envie de dire également qu'il faut savoir mettre en œuvre pour le fabriquer et le mettre en service là dans les heures qui viennent. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation et félicitations. On parlait d'acteurs engagés dans ce territoire. Cette rubrique a la particularité de les fédérer. Vous en êtes un très bon exemple. Merci beaucoup, Fabien. Merci Eric, et merci à vous également de nous mettre à l'avant et de provoquer ces réunions. C'est tout à fait notre rôle. Vous savez, on ne sait pas faire grand-chose, mais on sait au moins faire ça et on essaye de le mettre en place. Merci beaucoup à EOF et merci au Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, dont je rappelle encore une fois qu'au travers de la Fondation, il y a eu un achat de ces appareils, de ces respirateurs qui ont servi qui servent à équiper les principaux hôpitaux de la région. L'hôpital de Pau avait fait le choix déjà d'investir au travers de ces respirateurs, mais ils sont équipés, ils sont dotés d'autres outils par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne.